il y a des séries qu'on n'attend pas et je dois dire que celle-ci en fait partie. Je traîne régulièrement sur Disney+, en bonne fan de séries que je suis, et je voyais souvent comme proposition The Bear avec Jeremy Allen White qui se passait la main dans les cheveux. Je trouvais qu'il ressemblait un tout petit peu à Timothée Chalamet, enfin, de loin. Ni le titre, ni l'affiche ne m'ont jamais donné envie de cliquer, donc j'ai pas cliqué. Entraînant sur Twitter cette fois-ci, je tombe sur un tweet élogieux au sujet de la série. Je ne trouve rien à regarder, donc je me dis pourquoi pas, je vais me laisser conseiller. Et, j'avoue, je suis tombée sur l'une des meilleures séries de tous les temps. Ça reste mon avis, basé sur les séries que j'ai pu voir. Donc ne venez pas dans les commentaires me dire « Ah ouais, dose un peu, il y a ceci, il y a cela ». Je m'en fous, je vous dis que, là tout de suite, The Bear est dans le top 10 des meilleures séries au monde et je vais vous expliquer le pourquoi du comment de cet avis très très objectif. Suis-je vraiment dans l'obligation de présenter The Bear? Oui? Non, en vrai, vaut mieux que je vous en dise le moins possible. Vous allez voir la série et après on discute de sa qualité dans les commentaires. Mais en même temps, bon, ok, je vais vous dire quelques trucs. The Bear, c'est l'histoire d'un jeune chef étoilé qui reprend le restaurant familial à la mort de son frère. Il est accompagné d'une jeune entrepreneuse ratée qui donne tout à ses côtés. Malheureusement, reprendre une entreprise en faillite, c'est pas un fleuve tranquille. Carmy affronte d'abord la réticence de ses nouveaux employés, vous connaissez, ces gens qui râlent à chaque fois que vous leur proposez un truc nouveau juste parce qu'ils ont l'habitude de faire d'une certaine manière. Ça, c'est Tina, Richie, Ebra et Marcus dans un premier temps. Ces gens ont construit leur univers autour d'une façon de faire et ils se sentent en danger quand Carmy décide de faire progresser les choses autrement. Dans la saison 1, c'est littéralement le bordel. Cris incessants, bruit en tout genre, des gens qui parlent fort et même des coups de feu. Tout ça donne à la saison ce côté un peu brouillon et épuisant d'un environnement toxique dont la multitude des stimuli nous donne une sensation de saturation. Pour faire simple, c'est chaotique et la mise en scène le retranscrit très bien. Tout ça pour vous dire que The Bear est une série de ouf, d'abord pour les thèmes qu'elle aborde, les difficultés de la création d'entreprise / reprise d'entreprise, les efforts et le masochisme qui accompagnent la réussite des plus grands, le sentiment d'infériorité / le syndrome de l'imposteur, l'inévitable présence de l'État dans l'économie, même dans un pays soi-disant ultra-libéral que sont les États-Unis. En fait, dans la série, on suit les péripéties de Carmy, notamment avec les contrôles d'hygiène ou encore les mises aux normes, mais aussi les impôts, bref, la loi, la réglementation, tout ça. Il est surtout question des relations familiales et personnelles toxiques, de l'influence d'un environnement sur l'épanouissement d'une personne, de la poursuite de ses rêves malgré les obstacles, bref, la vie, la vraie. Ils sont tous si humains. Aucun n'est foncièrement mauvais, ni foncièrement bon. Pas de super-héros, ni de personnes parfaites. Quand Carmy nous est présenté, on apprend qu'il est un grand chef, donc quelqu'un avec du succès, puis immédiatement après, on découvre sa face colérique et impulsive, cette face de lui qui ne sait pas gérer ses émotions. Tout comme Richie avec lequel il manque de se taper toutes les 5 minutes. Marcus, pourquoi tu te fous de moi ? Pourquoi tu te fous de moi? Quoi? Pourquoi tu te fous de moi? Pourquoi tu te fous de moi, sérieux, hein? Retourne bosser, bordel de chiotte! Bouge! Tu dérailles, Carmy. Et vous tous là, bande de cons! Oh. Tout ça est très vite contrebalancé avec une forme de sagesse et d'humilité. On alterne entre méchant Carmy et gentil Carmy à peu près tout au long des saisons. Tout semble lui réussir, mais pas tant que ça, puisqu'il souffre d'une sacrée anxiété, d'un syndrome de l'imposteur et d'épisodes de somnambulisme. En gros, il a une santé mentale terrible et il couronne tout ça avec une habitude plutôt dégueulasse. Le personnage de Carmy, c'est clairement l'illustration des revers du succès et on est obligé de compatir. On t'aime, Carmy. Ensuite, Sid. Dans mes notes sur les premiers épisodes, j'ai écrit qu'elle était trop chou, donc elle est chou. Et elle est toute simple, volontaire, compatissante, bref, elle semble idéale. Au début, il y a peu de détails sur sa vie et c'est ce que j'apprécie avec cette série, c'est que les informations sont drop
On n'en connaît pas trop sur sa vie au début, on ne sait pas vraiment d'où elle vient, et au fur et à mesure du temps qui passe, on apprend à la connaître. Un peu comme dans la vraie vie où seul le temps peut nous faire découvrir le vrai visage des gens qui nous entourent. Finalement, Sid, elle est un peu sarcastique, contrôle fric et elle supporte très mal la remise en question. Elle est capricieuse, égoïste, mais la performance d'Ayu Edebiri, qui est nommée au Golden Globe, quand même, la rend tellement attachante, mais tellement chiante à la fois, mais aussi tellement nécessaire à The Beef qu'on est obligé d'aimer le personnage de Sid. T'es trop forte, Sydney. Tu veux prendre ma place ou quoi? Voilà ta dîner. C'est vrai qu'elle est douée, cette go. Arrêtez! Ok, ça va, fermez-la, maintenant! Enfin, pas tous les jours. Putain de bordel de merde! Foiré! Mais promis, elle tente de corriger ça dans la saison 2. Voilà. C'est au tour de Richie. Le premier épisode nous rend catégorique, ce mec est toxique, point. Mais finalement, il est plus que ça, et on finit par le détester tout en l'adorant. D'abord, c'est un père aimant qui subit un divorce qu'il n'a pas voulu, et même si ce n'est jamais vraiment dit, on suppose que sa femme le jarte, parce que elle progresse professionnellement, et que lui, il reste à un point, comment dire. Je ne dirais pas qu'il est rien, mais il fait pas grand chose pour s'élever, quoi. Tu veux savoir ce qui est vraiment triste, Richie? C'est que t'es un gros raté. Le restaurant de son meilleur ami, c'est le seul endroit où il avait acquis une certaine posture, même sans compétence. Mais avec l'arrivée de Sid, la diplômée en renfort de Carmi, l'enfant prodige, ou plutôt l'inverse, retour à la réalité. Mention particulière pour les goûts musicaux de Richie. Heureuse de voir que n'importe qui d'un tant soit peu intelligent sait s'incliner devant la grandeur de Taylor Swift. Venons-en à Sugar, a.k.a. Nathalie, ou Nat, personnage pas très important dans la saison 1, mais central malgré tout, parce qu'elle est présente pour Carmi et essaye de lui apporter son aide. Malheureusement pour elle, c'est le personnage que j'aime le moins. Elle est tout simplement insupportable. Un peu comme notre mal-aimé. Stop it! Comme Elena, Nat n'accorde son aide que pour se rassurer elle et non par pure empathie. Nathalie, lui demande pas si elle va bien toutes les 2 secondes. C'est assez clair dans l'épisode de Noël chez la famille Berzatto les dingos. Maman, t'es sûre que ça va? Non, vous n'aurez qu'à vous démerder tout seul pour finir la cuisine. Je manquerai à personne, je le sais. Ça va? Oh non, merde. Oh, Nathalie. Rose Berzatto. Est-ce que tu sais à quel point j'ai horreur que tu me demandes ça? Je sais, oui. Les autres personnages ne sont que des annexes, donc je ne vais pas gaspiller votre temps ni le mien à les détailler. Attendez, il y a quand même Tina. Mais vraiment, son évolution mérite d'être admirée. C'est si rare que des adultes mûrs finissent par acquérir l'humilité nécessaire à leur propre progrès. Il y a aussi Marcus, mais flemme. Bien entendu, Michael est absent mais omniprésent, il est question de lui très souvent, puisque Carmi a repris le restaurant pour obéir à ses dernières volontés, mais pour être cruelle, je suis vraiment contente qu'il soit mort, car le peu que j'ai pu voir de lui... Ses histoires longues, son côté émotif, son humour pas drôle. J'aurais eu envie de claquer ma télé tout le temps. Ce qui est sûr, c'est que Carmi s'est forgé dans son ombre. Le scénario fait donc très bien de faire appel à ses souvenirs pour qu'on puisse comprendre le pourquoi du comment notre Chalamet Medine Shane est devenu ce qu'il est. Et c'est ce qui m'amène à un autre point de cette série, et ce n'est une surprise pour personne, le scénario. Les dialogues sont parfois bateaux, mais dans la vraie vie, nos discussions ne sont pas toujours hyper sophistiquées non plus, donc encore une fois, bien joué. Il y a même des private jokes entre les personnages, ce qui donne aux spectateurs le sentiment d'être exclus de leur vie, comme on peut l'être de la vie de certaines personnes qui ont une existence en dehors de nos yeux, et c'est très intelligent. Ils parlent de personnes qu'on ne connaît pas, et qu'on ne nous présente pas, et aucun d'entre
d'entre nous n'ignore ce sentiment. Quand vous êtes avec des gens dans la vraie vie et qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ne vous expliquent pas, vous êtes là en mode voilà, la vraie vie. Ma sœur peut venir à l'inauguration avec moi? Francie Fac, elle peut aller se faire foutre, mon chou. C'est à cause de ça ou c'est... Bah d'après toi, Ouais. t'es sérieux? Serre-toi de ta tête un peu. Bah oui. Est-ce que c'est à cause de ça? On veut pas d'incruste, c'est que pour les amis et la famille. Francie Fac. N'importe quoi. C'est d'ailleurs l'absence de conséquences de la toxicité, ouais, une phrase bien relou, qui ajoute au réalisme de ce chef-d'œuvre. Dans le monde du travail, genre IRL, si c'est toxique, soit tu te barres, soit tu fais avec. Y a pas d'histoire de justice ou de sauvetage, personne n'a de mission pour faire un monde honorable, c'est la merde, point. Bah dans The Bear, c'est pareil, 6 d'enfants sans couteau dans le corps de Richie, et pourtant ça s'arrête là. Ils se hurlent dessus H24, et y a pas d'inspection du travail ou de RH inutiles qui nous font fantasmer l'idée du juste. Hé, arrête d'essayer de me niquer. J'essayais pas de te niquer, mon vieux. Mais mec, c'est une infraction au code des ressources humaines, ça. Ah ouais? Elles sont devant toi, les ressources humaines. T'es sérieux? Ouais. Pour finir, la musique qui accompagne les 2 saisons est extrêmement bien choisie et on peut même noter une progression dans l'ambiance et le ressenti que les scénaristes ont voulu nous faire partager. Dans la première saison, la musique elle est full metal, rock alternatif, mais des trucs bien agressifs, des sonorités pas très amicales ni relaxantes, un peu à l'image des émotions des personnages, c'est irritant, un peu chaotique, un peu comme le projet de reprise de Carmy. Bref, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en gros, on est submergé. Dans la saison 2, c'est plus de la soul. On sent que les personnages ont pris en maturité, que c'est moins le bordel dans le projet que met en œuvre Carmy, c'est plus réfléchi, il y a moins d'engueulades, même si la fin nous laisse, selon moi, sur une frustration. On a l'impression que du chemin a été fait, mais non. On retrouve Carmy et Richie dans le même schéma comportemental que dans la saison précédente, des engueulades, des insultes, des reproches et des vérités qu'ils finiront par regretter d'avoir dites. Sans même parler de Claire et du comportement de Carmy. J'ai trouvé la fin beaucoup trop théâtrale, trop tragédie grecque. Ils ont voulu finir en grand, mais ça donne un sentiment de surcharge. Tout le monde finit malheureux, névrosé, stressé et même fâché, alors que tout au long de la saison 2, ils ont fait des progrès et travaillé sur eux-mêmes pour qu'aboutisse ce restaurant. Maintenant qu'il est ouvert et qu'ils ont atteint un objectif, ils sont dans des situations encore pires que lors du début de la série. C'est décevant. Et puis pour Claire, je n'ai même pas les mots. Claire. Et une dernière chose. Je voudrais te dire que je t'aime.